Dans les années 1930, avec les nuages noirs de la guerre se rassemblant à nouveau au-dessus des cieux d'Europe, l'Union soviétique, sous Joseph Staline, s'efforçait de démontrer sa prouesse technique au reste du monde, notamment dans le domaine aérien, où les soviétiques établissaient un certain nombre de records d'endurance pour les avions. Pour montrer à quel point l'Union soviétique avait progressé culturellement, plusieurs de ses records incluaient des pilotes et membres d'équipage féminins et aucune n'était plus célèbre que Marina Raskova. Souvent créditée comme l'Amelia Earhart de l'Union soviétique, Raskova fut la première femme à se qualifier comme navigatrice dans l'armée de l'air soviétique en 1933 et elle faisait partie d'une tentative de record pour les aviatrices qui a vu son équipage voler plus de 4000 miles dans un bombardier à long rayon d'action DB-2 converti. Cela lui a valu un statut de célébrité en Union soviétique et surtout une influence sur Staline lui-même. Car lorsque la guerre éclaterait finalement entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, Raskova viendrait voir Staline avec un plan permettant aux femmes de rejoindre les hommes dans la lutte contre les fascistes. Ce plan donnerait naissance à l'une des unités aériennes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, les Sorcières de la nuit. Bienvenue dans les guerres du monde. L'ampleur même de l'invasion allemande de l'Union soviétique, appelée Opération Barbarossa, ne peut vraiment être appréciée aujourd'hui même avec tous les faits et chiffres disponibles. C'était véritablement l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire. Elle comprenait plus de 3,8 millions de soldats allemands et pro-Axis marchant en 3 grandes armées vers l'Est soutenues par près de 4000 chars et 5000 avions. Encore plus incroyable, cette force semblait capable de s'amasser sans aucune réponse soviétique de leur côté de la frontière car Staline restait convaincu que l'Allemagne n'oserait jamais attaquer l'Union soviétique. Cette croyance fut brisée le 22 juin 1941. Cette force incroyable commença une marche vers l'Est qui semblait presque totalement inarrêtable alors que les troupes soviétiques étaient les prises au dépourvu et mal équipées pour combattre les chars nazis blindés. L'armée de l'air soviétique, qui avait souffert de déclin et de négligence en raison d'une perte d'officiers expérimentés pendant les purges politiques de Staline, s'est révélée faible pour offrir une réelle résistance à la Luftwaffe allemande et à ses pilotes hautement expérimentés volant certains des meilleurs avions de la Terre. Une grande partie de l'aviation soviétique fut anéantie au sol parfois parce qu'ils furent pris totalement par surprise et d'autres fois parce que les dirigeants soviétiques avaient peur d'agir sans ordre de leurs supérieurs qui eux-mêmes n'agissaient pas sans l'approbation de Staline. Ce fut un massacre. En seulement 7 jours après l'invasion, un incroyable 4000 avions soviétiques avaient été détruits. Mais la réponse de Staline fut de simplement envoyer plus de ses hommes contre les Allemands. Les chiffres semblaient en compter plus pour lui que la formation ou l'équipement adéquat. Et pour atteindre ces chiffres, il invoqua le patriotisme du peuple soviétique pour affronter les envahisseurs fascistes. Ainsi, pour l'Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale devint connue sous le nom de Grande Guerre patriotique, et de tout le vaste pays des hommes se précipitèrent pour s'engager sur le front, soit par conviction de leur devoir, soit parce qu'ils craignaient les conséquences pour eux et leurs familles s'ils ne le faisaient tant pas. Mais les hommes n'étaient pas seuls car de nombreuses femmes commencèrent à exiger qu'elles aussi soient autorisées à servir leur patrie dans des rôles de combat. Une vaste campagne de lettres fut bientôt entreprise avec des femmes suppliant de rejoindre les hommes dans la lutte contre les nazis, mais la plupart furent ignorées. Cependant, il y avait une femme désireuse de se battre qui n'était pas si facile à écarter car elle connaissait Staline lui-même. C'était bien sûr Marina Raskova. Faisant preuve peut-être de plus de courage que la plupart des hommes de son entourage, Raskova écrivit à plusieurs reprises des lettres à Staline plaidant pour que les femmes soient autorisées à combattre. Étant donné qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guerre entre nations, mais entre le fascisme et le socialisme, peut-être la bataille la plus importante selon les deux idéologies, elle argumenta qu'il était imprudent de ne pas inclure environ 50% de la population dans le combat. Elle proposa de former 3 régiments d'aviation, dont 2 seraient mixtes et 1 serait un régiment entièrement féminin, tant pour l'équipage aérien que pour l'équipage au sol. Nommé le 588e régiment de bombardiers de nuit, cette unité serait chargée de missions de harcèlement nocturne, dont le principal objectif était d'empêcher les troupes allemandes et de l'Axe de se reposer pendant les heures d'obscurité, lorsque la plupart des opérations à grande échelle s'arrêtaient. En plus d'épuiser les troupes ennemies,
Cela inhiberait également les réparations et l'entretien de l'équipement allemand, alors qu'ils se concentraient sur la tentative de descendre les avions soviétiques, entravant encore leur capacité à fonctionner. De plus, l'impact psychologique de ces missions nuirait encore à l'efficacité des troupes envahissantes, alors que la discipline et le moral s'effondraient en raison d'un manque de repos et de la pression de se demander quand la prochaine attaque aurait lieu. Le 8 octobre 1941, Staline accepta de permettre la formation des régiments d'aviation féminins. Maintenant, le 598e régiment devait trouver un avion pour ses besoins, et cela viendrait sous la forme d'un petit entraîneur peu connu sous le nom de Polikarpov U-2. Le petit biplan soviétique, qui est peut-être mieux connu sous sa désignation ultérieure de Po-2, avait été conçu principalement à des fins agricoles comme la pulvérisation de cultures, mais tel était le besoin d'avions pour combattre les Allemands. Beaucoup furent réquisitionnés et armés sommairement pour le combat. Avec une vitesse maximale de seulement 94 miles par heure, une charge de bombe de seulement 770 livres et souvent seulement un pistolet pour la défense, l'idée d'emmener cet avion au combat contre les chasseurs de la Luftwaffe devait être une perspective terrifiante pour les malheureux pilotes sélectionnés pour le piloter dans ces sombres premiers jours. Cependant, au moment où le 588e était en train de se former, au début de 1942, de nombreux défauts du petit biplan Polikarpov se révéleraient en fait avantageux dans la mission de harcèlement nocturne. Sa faible vitesse rendait la navigation de nuit beaucoup plus sûre, car elle donnait aux pilotes et aux navigateurs suffisamment de temps pour sortir des ennuis, tandis que son petit moteur était relativement silencieux, ce qui signifiait souvent que les Allemands ne les entendaient sans pas venir jusqu'à ce qu'ils frappent. Quant à sa petite charge de bombes, l'objectif principal du 588 était de perturber la capacité de l'ennemi à se reposer et à se préparer pour les batailles à venir, et avec leurs compétences croissantes et leur précision déconcertante, ces petites bombes étaient insuffisantes pour garder les Allemands sur le qui-vive scrutant le ciel nocturne à la recherche du bruit d'un moteur peu puissant ou de la silhouette noire d'un biplan. Leur précision était telle qu'au fur et à mesure que le 588 devenait plus expérimenté, ils ajouteraient également le bombardement nocturne de précision à leur CV ciblant les chemins de fer, les ponts et les positions d'artillerie allemande, utilisant des fusées éclairantes pour les illuminer. Ils étaient véritablement des pilotes de l'ère du stick et du gouvernail, s'appuyant sur leurs compétences et leurs ruses, plutôt que sur la technologie. Quant à la peur d'une interception, les biplans volaient beaucoup plus lentement que les vitesses de décrochage des chasseurs nocturnes allemands. Équipés de radars et à de si basses altitudes, leurs signatures radar étaient souvent confondues avec les collines et les arbres environnants. Ils étaient donc des cibles extrêmement difficiles à localiser et à engager, sauf lorsqu'ils volaient encore tard le soir ou tôt le matin, et la lumière du jour les illuminait. De loin, les plus grandes menaces provenaient des canons anti-aériens guidés par des projecteurs allemands. Lorsqu'ils étaient découverts de cette manière, les avions avaient du mal à s'échapper alors que l'équipage se retrouvait sous une pluie de balles. Et si le manque de protection blindée n'était pas suffisant, le Polikarpov Po-2 était également sujet à prendre feu lorsqu'il était touché. Si un avion était touché, il revenait à l'habileté du pilote de le ramener sur Terre aussi rapidement et en toute sécurité que possible, car les femmes du 588 ne portèrent pas de parachute. En fait, les sorcières de la nuit volèrent à des altitudes si basses qu'elles étaient peu utiles, même si les malheureuses aviatrices pouvaient les déployer après avoir sauté de leurs avions en détresse. Avec l'unité à prouver sa mission définie et les avions assignés, le 590e avait maintenant besoin de femmes courageuses pour remplir ses rangs. Les femmes qui servaient dans le 598e venèrent de tous les horizons de la vie soviétique. Zenia Rudneva est née la veille de Noël 1920. Son père était ukrainien, tandis que sa mère était de foi juive orthodoxe, quelque chose qu'elle dut abandonner pour épouser le père de Genia. En tant que telle, Genia connaissait très peu la famille de sa mère, qui les avait reniés, ou son héritage juif grandissant plutôt dans la nouvelle Union soviétique, la superpuissance socialiste du monde où les femmes semblaient avoir bien plus d'opportunités que dans la plupart des autres pays de l'époque. Toujours quelque peu rêveuse, Genia se passionna pour l'astronomie et, après avoir travaillé dur à l'école obligatoire, elle obtint une place dans le département d'astronomie de la faculté de mécanique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou.
Genia se montra une excellente et passionnée étudiante, et ses enseignants anticipaient de grandes choses pour son avenir dans le domaine scientifique. Comme beaucoup de ses camarades, elle répondit à l'appel de faire son devoir, lorsque les Allemands envahirent et lorsqu'elle entendit qu'un régiment d'aviation entièrement féminin était en train de se former, elle demanda avec empressement à y participer. Après avoir terminé sa formation militaire, elle se retrouva bientôt dans le train avec de nombreuses autres femmes alors qu'elle voyageait vers les lignes de front pour combattre les Allemands et leurs alliés dans le sud-ouest de la Russie et en Ukraine. Genia tenait religieusement un journal de ses expériences ainsi que d'écrire à ses parents offrant un aperçu intime de son temps avec le régiment. Lors du trajet en train, elle décrivit comment ils avaient un médecin à bord et comment il leur faisait tous se sentir comme des enfants en leur disant constamment quoi faire et quoi ne pas faire pour rester en bonne santé. En parlant de son temps dans l'armée jusqu'à présent et de ses espoirs pour l'avenir, elle écrivit « Et une pensée idiote, un paradoxe total m'est venu à l'esprit. C'est le temps de guerre. Il y a trop de peur et de sang, mais je vis les jours les plus heureux de ma vie. Au moins ma vie dans le régiment sera mon plus brillant souvenir, je le pense. » Ces mots semblent plutôt naïfs, mais en même temps parlent de la camaraderie vécue par de nombreux soldats, alors qu'ils partageaient leurs expériences de guerre. Concernant la perturbation de ses études, elle expliquerait plus tard « L'astronomie me manque vraiment, mais je ne regrette pas d'être entrée dans l'armée. Brisons les envahisseurs, puis nous nous engagerons à restaurer l'astronomie. Sans une mère patrie libre, il ne peut y avoir de science libre. » Maria Smirnova était une autre qui répondit à l'appel de la patrie. Née dans une famille de paysans en 1920 à l'âge de 13 ans, sa famille déménagea à Tver, sur la rivière Volga, où peu après, elle se forma pour devenir enseignante. Tout au long de la seconde moitié des années 1930, elle enseigna dans une école primaire près d'un aérodrome où la vue et le bruit des avions décollant et atterrissant captivaient son imagination. En 1937, elle fut acceptée dans le programme de vol là-bas. La seule femme à l'époque et peu de temps après avoir terminé sa formation, son expérience en tant qu'enseignante la fit devenir instructrice. Au déclenchement de la guerre, elle espérait mettre ses compétences de vol à bon usage pour repousser les envahisseurs nazis. Mais comme tant d'autres, elle fut initialement déçue que l'armée de l'air ne prenait pas de candidature féminine pour le combat. Tout cela changea lorsque le maréchal Staline accepta les demandes de Marina Raskova, et compte tenu de son expérience de vol, Maria fut rapidement nommée commandante adjointe au sein du régiment. En parlant du rôle des femmes au combat, Maria Smirnova expliqua « Que pensions-nous tous alors, les filles des régiments aériens ? La guerre était-elle une affaire de femmes ? Bien sûr que non. Mais à ce moment-là, nous n'y pensions pas. Nous défendions notre belle patrie, notre peuple que les fascistes avaient piétiné. » Avec le premier groupe de pilotes ayant suivi leur formation de vol à l'école militaire d'aviation d'Engels en juin 1942, ils se préparaient à se déployer sur le front, spécifiquement dans le sud de la Russie. Exactement d'où les membres du 588 allaient en voler n'étaient pas connus d'eux jusqu'à la dernière seconde avant le déploiement, en partie pour des raisons de sécurité et en partie à cette époque parce que le front sud était très fluide. Partageant un aérodrome avec des escadrons entièrement masculins, les membres du 588 ne reçurent pas un accueil particulièrement enthousiaste de la part de leurs homologues masculins. Beaucoup d'entre eux avaient connu de violents combats au cours desquels un grand nombre de leurs camarades avaient été perdus, et ils considéraient l'escadrille entièrement féminine et leurs petits biplans avec méfiance, croyant qu'ils n'étaient bons qu'à la propagande et peu d'autre chose. Néanmoins, le 12 juin 1942, le 588 entra en combat pour la première fois, frappant les nazis envahisseurs. Raconte les opérations après la guerre, Maria Smirnova expliqua « Lors de la première mission, nous avons perdu notre commandant d'escadrille et j'ai été nommé pour prendre sa place. J'avais 10 pilotes et 10 navigateurs dans mon escadrille. Nous avons volé à travers les lignes de front en perçant 3 lignes de défense fortifiées par l'artillerie allemande pour bombarder des cibles telles que des aérodromes fascistes, des guerres et des voies ferrées, des quartiers généraux de campagne et des ponts. Nous volions en ligne avec 3 minutes d'intervalle, et l'ennemi était bien conscient de notre timing. Ils devaient être en alerte toute la nuit. Ils n'ont pas fermé l'œil. Cependant, une conséquence inattendue pour le 588 était qu'il avait souvent du mal à dormir pendant les heures de lumière lorsque leurs propres opérations cessaient.
Passant toute la nuit à voler mission après mission avec le feu anti-aérien remplissant le ciel et voyant leurs camarades abattus, ils étaient souvent remplis d'adrénaline ou pleuraient dans la perte d'un ami, ce qui affectait gravement leur propre capacité à dormir. Maria elle-même souffrait d'une anxiété sévère à tel point qu'à un moment donné elle fut envoyée pour un traitement seulement pour s'enfuir et faire du stop pour revenir au régiment. Elle ne pouvait tout simplement pas se détendre, sachant qu'il volait encore nuit après nuit. Elle essayait de le cacher, mais l'anxiété continuait à la tourmenter pour le reste de la guerre et au-delà. Il était impossible pour quiconque de ne pas être affecté par la peur de perdre un ami. Comme Genia Rudneva l'expliqua après une nuit particulièrement chargée d'opérations où son avion fut touché par des tirs au sol, mes mains et mes jambes tremblaient. J'ai vu un avion en feu. Mon avion volait comme un ivrogne, je voyais un avion en feu. Mon avion volait comme un ivrogne, mais je m'en fichais. À 23 heures, un autre avion fut abattu. Mon cœur a raté un battement. J'ai couru vers chaque avion atterrissant pour voir qui était de retour. Mon ami Gaïla ne l'était pas. Comme pour le reste de l'armée de l'air soviétique, le 588 avait de dures leçons à apprendre. Cependant, ils prouvèrent rapidement leur valeur, développant des tactiques pour éviter les projecteurs allemands et se rapprocher le plus possible de l'ennemi pour placer leurs bombes sur leurs cibles. Une tactique pour laquelle le régiment allait devenir particulièrement connu était de réduire leur moteur au ralenti et de glisser efficacement vers leur cible, réduisant leur bruit à presque rien, jusqu'à ce qu'ils soient directement au-dessus des positions allemandes où ils lâchaient leurs bombes avant de disparaître dans l'obscurité de la nuit. Les soldats allemands, qui avaient pris conscience des unités entièrement féminines qui les harcelaient constamment, la nuit comparèrent le son des biplans au ralenti passant au-dessus d'eux à celui d'une sorcière sur son balai, et ainsi ils leur donnèrent le nom de sorcières de la nuit. Le terme était destiné à être péjoratif, mais lorsque le 588 en eut vent, elles l'adoptèrent de tout cœur et dès lors elles seraient reconnues sous ce nom. Les sorcières de la nuit se révélèrent courageuses, audacieuses et engagées dans la défense de la patrie, à tel point qu'elles commencèrent à gagner le respect de leurs homologues masculins, qui les avaient d'abord raillées. Éloignées des combats, elles devinrent une source d'inspiration pour les jeunes femmes à travers l'Union soviétique tout en remontant le moral du peuple lorsqu'elles apparaissaient dans des films de propagande et des articles de presse largement diffusés. Puis en octobre 1943, leur prestige fut encore renforcé lorsque le 588 fut renommé le 46e régiment de bombardiers de nuit de la garde Taman, le titre de garde étant appliqué aux unités militaires soviétiques les plus élites. De nombreuses histoires de leur audace commencèrent à circuler dans des conversations enthousiastes qui embellissaient souvent les faits, mais aucune plus que parmi les Allemands eux-mêmes. Certaines des histoires qui émergèrent parmi les rangs allemands concernant les femmes frôlaient là le fantastique, allant jusqu'à affirmer que les unités étaient composées entièrement de criminels condamnés à mort qui se battaient pour leur liberté, jusqu'à dire qu'elles faisaient même partie d'expériences médicales soviétiques, conçues pour permettre à leurs pilotes de rester réveillés pendant 24 heures. Peut-être que les Allemands ne voulaient encore et tout simplement pas croire qu'elles n'étaient que des femmes ordinaires s'engageant à se battre pour leur peuple, car c'est exactement ce qu'elles étaient, non ? Et derrière l'image glamour dépeinte dans les films de propagande soviétique, elles combattaient toujours une guerre et elles subissaient encore des pertes. Lors d'un vol soutenant l'offensive, en Crimée, Maria menait une attaque de 2 avions lorsque par chance ils furent repérés dans la faible lumière par un pilote aux yeux perçants d'un Focke-Wulf FW-190, l'un des meilleurs chasseurs allemands. Le pilote effectua une attaque à grande vitesse, mais en utilisant l'agilité à basse vitesse de son PO2, elle réussit à éviter les balles allemandes, bien que malheureusement, l'avion qui la suivait ne fut pas aussi chanceux. Son pilote Dacia Nocelle fut tué instantanément, et son corps s'affaissa en avant sur les commandes, envoyant l'avion en piqué. La navigatrice de Nocelle, Irina Kachirina, lutta avec les commandes dupliquées dans son cockpit, mais le corps de Nocelle continuait à pousser le manche en avant, alors elle tendit la main et attrapa sa pilote morte par le col, la tirant hors du manche. Avec une main sur le manche de contrôle et l'autre tenant le corps de sa camarade morte Kachirina, parvint à ramener l'avion à la base. La légende de leur invulnérabilité face aux chasseurs fut presque entièrement brisée la nuit du 31 juillet 1943. Encore une fois, Smirnova menait une attaque cette fois contre des troupes allemandes près de Timrouk.
Avant l'attaque, elle avait personnellement effectué une reconnaissance de la zone, identifiant des cibles pour que le reste des unités puissent bombarder. Mais alors qu'elles approchaient de leur cible, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Comme d'habitude, des projecteurs scrutaient le ciel à leur recherche, mais au lieu de la pluie habituelle de feux anti-aériens, il n'y avait trop rien. C'est alors qu'elle réalisa ce qui se passait. Les canons ne tiraient pas parce que des avions de chasse allemands opéraient dans la zone utilisant les projecteurs pour illuminer les biplans soviétiques afin qu'ils puissent en attaquer. Comme elle l'expliqua après la guerre, « Nous n'avions pas été attaqués de cette manière auparavant. Nous n'avions pas développé de tactique pour contrer l'attaque des chasseurs. J'avais une expérience considérable en combat et j'ai manœuvré pour échapper aux projecteurs car échapper aux projecteurs signifiait échapper aux chasseurs. Mais derrière moi volaient Kronstein de jeunes équipages inexpérimentés. 4 des avions me suivant furent abattus. Les balles traçantes enflammèrent sortant leurs avions. Nos avions étaient si vulnérables, ils brûlaient en solo comme des feuillets de papier. Tragiquement, l'une de celles qui mourut cette nuit-là était Irina Kachirina. Bien que des incidents comme celui-ci aient heureusement été peu nombreux, surtout alors que la guerre s'éternisait et que les Allemands devenaient de plus en plus usés, les pertes continuaient au sein de l'unité. De nouvelles tactiques furent élaborées, comme faire agir les pilotes les plus expérimentés comme des leurres, car ils savaient bien comment éviter les projecteurs. Néanmoins, le danger était toujours présent. Le 9 avril 1944, l'avion de Genia Rudneva ne reviendrait pas d'une mission de combat. La jeune astronome n'avait que 23 ans. Plus tard, on apprit que son corps avait été récupéré et enterré comme un soldat inconnu sur le champ de bataille. Ce n'est qu'en 1966 qu'elle fut formellement identifiée. Une mort qui affecterait sérieusement le moral des sorcières de la nuit concernait quelqu'un qui n'était même pas dans leur régiment. Le 4 janvier 1943, la major Marina Raskova volait avec l'unité de bombardiers en piqué de genre mixte lorsqu'elle fut tuée près de Stalingrad, son avion s'écrasant sur les rives de la rivière Volga. Elle reçut les premières funérailles d'État de la guerre et fut commémorée quelques mois plus tard par un navire transféré des États-Unis qui reçut son nom. Au total, les sorcières de la nuit perdront 32 de ses 261 membres, et bien que cela soit une tragédie, cela doit être mis en balance avec le nombre impressionnant de sorties que le régiment effectua contre les Allemands. Un commandant de vol nommé Irina Sabrova vola un incroyable 1008 missions, et pour cela elle reçut le titre de héroïne de l'Union soviétique, la plus haute distinction pour service à l'État. Elle serait l'une des 23 femmes du régiment, y compris Smirnova, à recevoir cette récompense. Étant donné ce volume élevé de sorties, le ratio de pertes parmi elles était remarquablement bas, d'autant plus si l'on inclut le fait que certaines de ces 32 morts étaient attribuées à une épidémie de tuberculose. Les sorcières de la nuit n'étaient pas loin derrière, et cela incluait chasser l'armée allemande en retraite hors de l'Union soviétique et en Pologne, puis en Allemagne elle-même. Ainsi, le régiment devait être habile à déplacer rapidement ses aérodromes pour suivre la ligne de front fluctuante. Lors d'un moment palpitant en Biélorussie, le régiment atterrit dans une clairière qui allait devenir leur nouvelle piste d'atterrissage. En attendant l'arrivée des camions avec du carburant et des munitions, certains membres du régiment partirent explorer et à leur horreur découvrirent pour ça des chars allemands camouflés à proximité. Sachant qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'ils ne soient découverts, ils retournèrent à leurs avions et décollèrent, utilisant la petite quantité de carburant qu'il leur restait pour s'échapper. Le 4 mai 1945, les sorcières de la nuit effectuèrent leurs dernières opérations à seulement 37 miles de Berlin. 3 jours plus tard, elles entendirent la nouvelle qu'elles avaient rêvée pendant les 4 dernières années. L'Allemagne avait capitulé, la guerre était finie. Passant de la nécessité d'harceler Staline pour qu'il leur permette de voler à être l'unité la plus décorée de l'armée de l'air soviétique, les sorcières de la nuit avaient forgé une légende pour elles-mêmes de leur vivant. L'avenir semblait radieux pour ces héroïnes. Malheureusement, cela ne devait pas être le cas. Avec la dissolution du régiment, ses membres furent libérés pour retourner à la vie civile. Certains retournèrent à des emplois ordinaires ou se marièrent et eurent des enfants, tandis que d'autres, comme Smirnova, tentèrent d'utiliser leur célébrité pour se forger des carrières dans le secteur de l'aviation civile soviétique, en pleine expansion pilotant des avions de ligne. Malheureusement, la guerre avait laissé des séquelles sur elle tant physiquement que mentalement, et elle échoua à commencer une carrière de pilote de ligne.
De plus, il semblait y avoir un effort collectif pour ignorer complètement les aviatrices, une fois la guerre terminée, leur régiment se voyant même refuser la permission de participer au survol dans le cadre du défilé de la Victoire, la raison officielle étant que leurs avions étaient trop lents. Néanmoins, il y avait ceux qui se souvenaient de la légende des sorcières de la nuit, leur mémoire étant gardée vivante dans des livres et plus tard dans des films et des émissions de télévision. Chaque année après la guerre, le régiment organisait une réunion le 2 mai où il se remémorait ces courageuses femmes qui n'étaient pas revenues après être parties dans la nuit. Pour l'une de leurs membres, son nom continue de voler à travers un ciel de vide noir drapé d'étoiles scintillantes. En 1972, des astronomes nommèrent un astéroïde en l'honneur de la sorcière de la nuit qui rêvait des étoiles. Ils l'appelèrent Rudneva. Et voilà le récit des sorcières de la nuit russes. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine fois.